Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Dans l'actualité de ce dimanche 30 juillet, éboulement à répétition, flanc de montagne fragilisé, la route du côté d'Itia est fermée depuis 3 jours. Petite lueur d'espoir pour les automobilistes, les travaux de déblaiement ont commencé. Pompiers, hélicoptères, drones, 48 heures de recherche intense, mais toujours rien. Eugène Aveimey reste introuvable. Le dispositif exceptionnel a pris fin il y a quelques heures. Nous ferons le point avec notre journaliste Ayata Tarahou, qui est aux côtés de Ariki Nordhoff, coordinateur des recherches. Les fêtes foraines, une histoire de vacances, mais surtout une histoire de famille et de transmission sans relève. Les manèges risquent de ne plus tourner. Un héritage aujourd'hui menacé. Un heiva tout feu tout flamme, c'était il y a plus de 20 ans à Bora Bora, la perle du Pacifique. C'est notre fait noix d'avant de ce dimanche. Troncs et feuilles sur la route, terre boueuse, chute de pierres. La pluie des derniers jours a fait des dégâts du côté d'Itia Otera. La sécurité des automobilistes n'est plus assurée. La route est donc fermée jusqu'à nouvel ordre. Les travaux de déblaiement ont démarré ce matin. Éboulis et arbres sont évacués par l'équipement et une société privée. À terme, le flanc de montagne sera sécurisé. Ayata Tarahou, Sandroli se sont rendus sur place. Cette image reflète la dangerosité de cette portion de route territoriale. La pluie tombée la nuit dernière a laissé des traces. Ce flanc de montagne menace usagers et riverains depuis des années, à chaque épisode pluvieux. C'est ce qu'on voulait, quand on dégage cette montagne-là. Ouais, c'est dangereux. Des fois, des cailloux tombent sur les voitures, des fois. Elle est fermée depuis vendredi. Ouais. Est-ce que ça vous rencontrez des problèmes? Pour moi, oui, c'est pour mon travail. Ouais. Comme je travaille de l'autre côté, ouais. Quand j'étais au travail lundi, vendredi, en revenant, c'est bloqué. Et comment tu as fait? Je suis venu à pied, comme j'habite tout près là. À coups de tronçonneuse, les bûcherons mettent fin à la vie de ces arbres. Leurs branches embarquent dans leurs chutes grosses pierres et terre boueuse. Je crois que c'est la 3e fois qu'on intervient à cet endroit-là. Et c'est très dangereux pour les véhicules. Et même les grosses voitures aussi, les bus, ils touchent aussi sur les roseaux, sur les roches aussi, c'est dangereux. On a travaillé sur des solutions pour régler ce problème, donc sur les travaux de purge à mettre en œuvre pour rétablir la circulation. Ces travaux, ce sont des travaux assez spécifiques qui demandent l'intervention de Cordis, que peu d'entreprises sur le marché polynésien sont capables de mettre en œuvre. Les travaux de sécurisation, à l'image de ces talus de la côte Est, démarreront dès le mois de septembre. Et sachez que la route ne sera pas ouverte aux automobilistes avant mardi. On est toujours sans nouvelles d'Eugène Aveimey, le cueilleur d'oranges de Tamanou disparu depuis lundi. Pompiers, sauveteurs, pilotes de drone et bien sûr bénévoles de l'association des porteurs d'oranges. Les recherches se sont intensifiées tout au long du week-end. Les secours sont redescendus il y a quelques heures. Les battus n'ont rien donné. Et malheureusement, le dispositif exceptionnel a pris fin. Kalei Tewi Otoa, adjudant des pompiers, fait le bilan de ces 2 jours de recherche au micro de Heyari Tayata. Avec les renseignements des porteurs d'orange, donc on a essayé d'approfondir les recherches. Donc, et hier, on avait aussi la chance d'avoir aussi l'équipe Grimpe sur place. Donc sur 2 sites particuliers décidés par les porteurs d'orange, donc une sur Meretia et une sur Terata. Donc, on a eu aussi la chance d'avoir 2 dronistes avec nous, voilà, 2 dronistes avec nous qui ont pu baliser les zones inaccessibles avec nos moyens. Fin de l'exercice à partir de 14h, donc on a mis fin à cette recherche. Et demain matin, normalement, avec Tawana, on a un débriefing à la mairie. Et nous rejoignons notre journaliste Ayata Tarahou en compagnie d'Ariki Nordhoff, secrétaire général de l'association des porteurs d'orange et coordinateur des recherches. Yaorana Ayata. Yorana Suliane, oui, tout à fait, vous venez d'entendre. Donc les sapeurs-pompiers arrêtent les recherches, mais elles vont continuer du côté des volontaires de l'association Paruru Itefa Nopunaru. À mes côtés, vous l'avez dit, Ariki Nordhoff, secrétaire de l'association et coordinateur des opérations. Yorana, merci de nous accorder un moment ce soir. Est-ce que vous allez poursuivre les recherches à partir de demain? Oui, les porteurs vont poursuivre les recherches. Donc on a décidé de réouvrir
réouvrir la cueillette à partir de demain. Donc on avait bloqué la cueillette cette semaine, mais à partir de demain, on va réouvrir la cueillette et pendant la cueillette, les porteurs pourront poursuivre les recherches. Quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer ces 2 derniers jours dans les recherches malgré les moyens importants qui ont été déployés? Les difficultés, c'est qu'on n'avait pas d'idée de son itinéraire, donc on a été obligé de ratisser large dans toute la vallée, hein, donc ça a été, on va dire, la principale difficulté. Alors, depuis mardi, c'est une 50aine de personnes qui est mobilisée tous les jours pour pouvoir rechercher le sexagénaire. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez stopper les recherches, vous allez décider ou vous allez continuer jusqu'à pouvoir trouver son corps? L'objectif, c'est vraiment de le retrouver. Hein, et je pense qu'il y aura toujours des bénévoles qui vont essayer quand même de le retrouver. Mais bon, après, jusqu'à quand on va le faire, ça, je ne pourrais pas vous le dire ce soir. Alors, l'accès à la vallée est déjà réglementé par l'association, vous le venez de le dire. La principale difficulté était sa localisation. Est-ce que selon vous, il ne faudrait pas un peu plus contraindre les personnes qui montent dans cette vallée afin qu'un accident de ce genre ne se produise plus? On va se réunir pour en discuter, hein, mais c'est vrai qu'au final, là, on s'aperçoit qu'on a un souci parce qu'il d'habitude, il prévient son entourage de son itinéraire. Là, il ne l'a pas fait. Donc, on ne sait pas pour quelle raison il ne l'a pas fait, mais ça complique du coup les recherches. Mais c'est sûr qu'on se pose la question de comment on va pouvoir revoir un petit peu l'organisation, le fonctionnement et le règlement dans l'association. Durcir les règles donc d'accès en tout cas à cette vallée de la Punark. Pas forcément l'accès, mais c'est plus les règles de base de déplacement, prévenir son entourage, avoir un téléphone, voilà, c'est plus ce type de règles, peut-être la condition physique des personnes qui viennent faire la cueillette. Pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour dire ce qu'on va faire, mais voilà, on a déjà un certain nombre de pistes. Jusqu'où on va aller, on ne sait pas encore. Il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on réunisse les porteurs d'orange et qu'on en discute. Il y aura une remise en question de toute façon. Merci beaucoup à Ricky Nordhoff d'avoir répondu à nos questions. Voilà, vous l'avez compris, donc les recherches se poursuivront demain et la cueillette d'orange sera de nouveau ouverte justement à partir de lundi. Merci beaucoup Ayata Talao pour toutes ces précisions. Un homme a été retrouvé mort hier samedi à Uturoa. Il présentait de nombreuses plaies faisant penser à des morsures de chien, révèlent nos confrères de TNTV. Une enquête a été ouverte et une autopsie a été ordonnée. Prenons le large vers Fakarava, où les habitants doivent s'armer de patience. L'atoll est sans électricité depuis lundi. Les groupes électrogènes sont en panne. Un transformateur d'occasion devait arriver par le CASA de l'armée vendredi, mais impossible d'affréter l'engin d'1 tonne d'œufs. Il arrivera donc par bateau en début de semaine. En attendant, la facture est salée pour les pensions contraintes d'annuler des réservations. C'est le cas de Gaïna Bordes, vice-présidente des pensions de famille de Lille. Elle est au micro de Tita Wadoum. Aujourd'hui, je me retrouve avec toute une clientèle annulée sur au moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Mais ce que j'ai appris ce matin, c'est que le village a pu être électrifié. Mais à l'extérieur du village, en allant vers le sud, nous, on n'a toujours pas d'électricité, donc toujours pas d'eau, toujours pas de courant. Et c'est très très compliqué de réserver les aliments. Aujourd'hui, on a dû encore jeter de la nourriture. Donc, je vous avoue que je suis très très dépitée. Et là, j'ai quand même mes voisins qui sont venus à mon secours pour essayer de réparer mon énergie solaire pour au moins essayer de pouvoir reprendre une activité correcte. Je sais que pour certaines pensions, ils ont commencé aussi à annuler. Ils ont pu continuer à travailler la semaine dernière, ce qui n'était pas mon cas. Mais j'ai appris aussi, depuis hier, ils ont commencé à annuler des réservations parce que aucune certitude que tout fonctionne. Et direction cette fois le sud de la Polynésie. 5 ans d'attente. Fin août, l'archipel des Australes devrait enfin avoir sa communauté de communes. Le projet doit encore être soumis aux commissaires. Raparimatara, Rurutu et Tubuai doivent également en valider les statuts. En quoi consiste réellement cette communauté de communes? Qui peut en bénéficier? À Tubuai, les habitants s'interrogent mais voient ce projet d'un bon œil. Ça consiste au développement et à la création des emplois pour la population de Tubuai. Je pense que c'est une bonne idée de créer cette communauté. Comme on dit, on est un petit peu délaissé parce qu'on est un peu loin de Tahiti. Et peut-être à travers cette communauté, on pourra
développer et connaître un peu plus les Australes. Pas seulement Tupuai, mais les cinq îles. À travers les différents projets que le Tavana mettra en place pour sa population. Non, je viens d'apprendre aujourd'hui que comme quoi on va créer la communauté de la commune pour les archipels des Australes. Pour moi, personnellement, ça peut créer des emplois pour nos jeunes, les futures générations qui suivront par la suite. C'est une très bonne chose pour eux. Pour l'instant, je ne connais pas du tout les avantages de cette communauté des communes. Donc, j'aimerais bien savoir à quoi consiste en fait cette communauté. Est-ce que ça va générer? Il y aura une commission, il y aura des subventions. Enfin, quelle personne, si ça touchera des associations. Enfin, pour l'instant, je ne sais pas du tout, quoi. Enfin, j'aimerais bien savoir et puis de me renseigner, d'avoir plus de renseignements ou d'informations pour notre population. Et pour en parler, justement, nous avons en direct avec nous le maire de Tupuai, Fernand Tayata. Merci de nous rejoindre depuis votre île Yaorana, Fernand Tayata. Yaorana, Fatinek, Yaorana, tous ceux qui nous regardent ce soir. Alors, on vient justement de l'entendre, la population s'interroge sur ce que va pouvoir apporter la communauté de communes aux habitants. Alors justement, qu'est-ce que concrètement la communauté de communes peut apporter, notamment pour vous à Tupuai? Beaucoup de choses, et tout ce qu'ils viennent de partager, c'est ce qu'on a discuté entre nous les Tavana. Et dans un premier temps, c'est de trouver un rassemblement pour nos jeunes, les Australes, pour organiser des jeux, des rencontres entre nos jeunes, comme dans les autres archipels, aux Marquises, à Roromatai. Ils ont cette facilité puisqu'ils ont une commune et ils ont des dotations venant de l'État qui allouent à ces communautés communes. Alors justement, la dotation de l'État, du coup, elle s'élève à combien pour la communauté de communes? Là, on part à 4 communes, donc c'est une dotation qui est plus de 30 millions, 31 millions. Si on part à 5, c'est 40 et quelques millions. Donc pour l'instant, on a 4 communes qui sont prêtes à partir. On attend l'arrêté officiel du haut-commissaire, puisque les 4 communes ont prononcé cette semaine par délibération sur le statut de cette communauté de communes. Donc en janvier, et le haut-commissaire va prononcer en fin de l'année, en novembre, en début de l'année prochaine, donc la communauté de communes des Australes sera officielle. D'accord, ça veut dire que les choses pourront commencer officiellement, en réalité, à partir de janvier 2024? Voilà, en janvier 2024, l'année prochaine, donc les communautés communes des Australes seront bien en place. Est-ce que vous avez déjà réfléchi avec les autres Tavana, des autres îles des Australes, sur les priorités? Oui, on en a discuté à plusieurs réunions. Et on va se voir encore d'ici fin de l'année pour mettre quelles sont les priorités. Et premièrement, il faut mettre en place un bureau, trouver un lieu et trouver quelques personnels pour diriger. Et on a déjà décidé, le président de ce comité de communes sera présidé par le maire de Rimatara. D'accord. Donc, on a du travail d'ici en fin de l'année. Et alors justement, quelles sont les grandes lignes un petit peu d'ici de la fin de l'année que vous allez aborder ensemble? Je suis plusieurs thématiques, comme par ces différents ministères de mon archipel, de voir les compétences qu'on va... En fait, il y a plusieurs lignes et pour l'instant, on est encore en discussion pour mettre officiellement tout ça. Merci beaucoup, Fernand Tayata, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le Tavana de Tupuai. Et une île des Australes fait de la résistance. Reivave, qui ne souhaite pas faire partie de ce projet, la raison invoquée par le maire de cette île, la ressemblance avec l'ancien syndicat intercommunal dissous en 2014 et qui, selon lui, ne servait pas à grand-chose. C'est un moment attendu chaque année, avec impatience par les petits et les grands. La fête foraine et ses manèges, des attractions qui ont parfois plus d'un demi-siècle, 50 ans d'existence, un héritage qui se transmet de génération en génération. Mais les temps sont de plus en plus durs, contraintes économiques, instabilité de l'emploi. Pas facile aujourd'hui d'assurer la relève. Kaline Liénard et Patrick Singh sont partis à la rencontre de ces familles de forains. La fête foraine, une histoire de famille et d'amour qui remonte aux arrière-grands-parents de James Frogier. Son père est le premier à investir dans un manège d'avion, le début de l'aventure. Aujourd'hui, James est à la tête de 5 attractions. Le problème, c'est que chaque année, on a de plus en plus de contraintes. Déjà, le terrain
On ne sait pas si l'année prochaine on sera toujours là. C'est le point le plus ennuyeux pour nous. Location du terrain, électricité, des coûts faramineux auxquels s'ajoutent chaque année 7 millions pour assurer le contrôle technique des attractions. James s'inquiète pour l'avenir des manèges et surtout pour celui de sa fille. Depuis bébé, elle était déjà à la caisse avec moi pour vendre des jetons. Et là, ça fait 3 ans qu'elle me suit. À chaque fois qu'on vient au Turé. J'ai un autre fils qui est sur Papara. Il n'aime pas trop travailler avec moi, donc il préfère travailler tout seul de son côté sur Papara. Être forain, c'est plus qu'un métier, c'est une passion. Et c'est par amour que Terei Mateata se dévoue encore. C'est mieux d'avoir un travail stable parce que ici, c'est pas tout le temps. Mais sentimentalement, les manèges, c'est notre vie aussi. Je me vois soutenir mon papa jusqu'au bout, mais prendre la relève toute seule, je sais pas. Mais ça te fait mal au cœur quand même de devoir abandonner ça? Ouais. Beaucoup. Contraintes économiques, instabilité de l'emploi et avec le contexte actuel, pas facile de reprendre l'entreprise familiale, mais Kialani n'a pas hésité. Ce carrousel est celui de sa défunte grand-mère. Merci, bonne soirée. J'ai demandé d'abord à ses enfants si je pouvais et ils m'ont donné l'accord. Du coup, c'est ma 2e année que je tiens. Et c'est une vocation pour vous foraine? Oui, vu que je suis dedans depuis bébé, donc je me suis dit c'est normal pour nous de reprendre. Normal pour certains, compliqué pour d'autres. Une chose est sûre, sans la relève, impossible de continuer à faire tourner le manège qui enchante le cœur des petits et des grands. Place à notre rubrique du dimanche soir. Le Fénois d'avant prend le large vers Bora Bora et son Heiva en 1996. Danse du feu, costume majestueux, prestation à couper le souffle. Un spectacle haut en couleur devant un public émerveillé. Reportage d'Eugène Roé. Bora Bora s'est mise sur 131 pour ce Heiva 96. Pour preuve, le groupe Amanahune qui s'est particulièrement illustré lors de l'ouverture des soirées chants et danse avec ce spectacle son et lumière. Mais je vous laisse le découvrir, c'est assez exceptionnel. Jusqu'au 20 juillet, les groupes spécialement préparés vont se succéder sur la place Motoy, des groupes qui cette fois-ci ne lésinent pas sur les moyens. Les lauréats du Heiva sur le Marais Arahurahu, une tradition depuis 2014. Après le concours, ils se retrouvent à Paia pour 4 après-midi de représentation. Et aujourd'hui, c'était la dernière, avec Tamari Tiperui en chant et Ota Itiye en danse. Kaline Yenar et Patita Savea nous font revivre ces derniers moments de festivité. Regardez. Tamar Itiperui nous conte l'histoire de l'amour inconditionnel. Un couple pris dans la tourmente de la guerre entre 2 chefferies qui finira par mourir. Mais leur amour est plus fort que tout. Ils gardent leurs âmes liées pour l'éternité. Un thème avec lequel Tamar Itiperui remporte le 3e prix en Taravara Romat Ei. Oteitiye, 3e prix en catégorie danse professionnelle, avec ce thème Tototopito, l'histoire d'une femme qui rêve de l'arrivée de pirogues sans balancier, une prémonition des voyages des capitaines Wallis, Bougainville et Cook, qui vont bouleverser les coutumes tahitiennes. Ce spectacle est un appel à la jeunesse et au peuple polynésien. Apprenez et parlez votre langue maternelle. Et le prix du Paoahivino a été décroché par Oteitiye pour cette prestation en costume végétal, pour le plus grand bonheur du public qui peut l'apprécier de plus près.
Et enfin, le meilleur danseur cette année, c'est lui, Marama Aripeu Tirador. Le Mare Araurhau, ou l'occasion de revivre les meilleurs moments du Heiva, comme aux temps anciens, entouré par la nature. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. Pompiers, sauveteurs, drones, d'intenses recherches tout au long du week-end. Mais aucune trace ni d'indice. Eugène Aveimey reste introuvable. Le dispositif exceptionnel a pris fin il y a quelques heures. Mais les bénévoles de l'association des porteurs d'orange continueront les recherches de leur côté. Les rendez-vous de la semaine, mardi, première séance plénière de la session extraordinaire à l'Assemblée de Polynésie. Et samedi, fête de clôture de la 31e édition de la saga Wahine et la soirée de gala de Mr Tahiti 2023. À la une de votre quotidien, demain, jetez les bases d'une autre relation avec l'État, selon Moetai Brotherson, qui sera demain soir l'invité de notre journal, aux côtés de Ayata Tarahu. Au programme de votre soirée, Heiva i Bora Bora, suivi du film Le bonheur des uns. Merci d'avoir suivi cette édition. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Demain, vous retrouverez dès 6h l'information en français sur vos ondes radio Polynésie la première. On se quitte sur ces belles images des derniers spectacles au Mare Araurhau. Je vous laisse apprécier. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.